Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler du lien entre le clonage, les manipulations génétiques et les cryptides. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer que notre livre « La matrice archontique et le piège temporel » est disponible à la vente. Donc, commandez-le sur notre site librairiedubonheur.com ou sur au-delà de l'illusion.fr. Donc, merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé notre livre. Ça a fait vraiment plaisir. Et puis, sachez que c'est un livre tout récent, puisque j'ai arrêté de l'écrire le 28 mars. Donc, vous voyez que ça peut pas être plein d'informations inédites et beaucoup de révélations. Alors, sachez également qu'on organise une visite guidée conférence à Paris le dimanche 20 avril 2025 de 13h à 18h. Et le thème de cette visite guidée conférence est le lien entre religion, fausse lumière et entité sans âme. Donc, si vous êtes sur Paris, venez à cette conférence. Le lieu de rendez-vous, c'est devant l'église Saint-Séverin, rue des Prêtres Saint-Séverin, au 1 rue des Prêtres Saint-Séverin. De toute façon, c'est une toute petite rue. Paris, 5e arrondissement. Et le métro, c'est Saint-Michel. Donc, venez nombreux, ça en vaut le détour. Et vous verrez que vous passerez une après-midi vraiment très agréable, plein d'échanges entre nous et beaucoup d'informations inédites. Alors, sachez également que le samedi 3 mai 2025, on organise une visite guidée une conférence en présentiel à Paris, une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, de 12h à 18h, sur le thème de la Confédération galactique et du lien entre la Confédération galactique, la fausse lumière et les entités sans âme. Donc là, on va donner vraiment des informations inédites sur un thème qui est très à la mode, mais qui n'est pas ce que les gens pensent. Donc venez nombreux le samedi 3 mai au Café d'Orléans à Paris de 12h à 18h. De toute manière, tous les liens seront mis en dessous. Bien évidemment qu'on fera des pauses café, bien évidemment qu'on fera une pause déjeuner où on pourra échanger, où on pourra témoigner et vraiment passe une journée super intéressante. Venez nombreux et vous verrez que ça en vaut la peine. Alors, sachez enfin que l'on organise un webinaire le samedi 17 mai 2025 de 18h à 22h en direct sur pourquoi les entités sans âme s'intéressent à nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est une proie, qu'on est ciblé pour les entités sans âme? Donc, on répondra à ces questions dans le webinaire du samedi 17 mai 2025. Et ça sera vraiment un webinaire inédit puisqu'on parlera vraiment de ce qui constitue un être humain, pourquoi c'est ciblé par les entités sans âme et vraiment sur les buts des entités sans âme. Donc on donnera de l'information qu'on n'a jamais donnée auparavant. Donc venez nombreux, inscrivez-nous à ce webinaire. J'ajouterai aussi que les enregistrements des webinaires depuis janvier 2024 sont disponibles sur notre site librairiedubonheur.com. Donc, vous pouvez les commander. En cas de commande, je vous envoie ça par grosfichier.com sous 24 heures. Donc, si vous commandez un ancien webinaire que vous ne recevez pas de lien, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Je vous envoie ça dans les 24 heures par grosfichier.com. Absolument. Donc voilà. Vraiment, commandez parce que ça en vaut vraiment la peine. Il y a énormément d'informations, énormément de choses nouvelles à chaque webinaire, plein de choses nouvelles et de nouvelles découvertes. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Donc, pour cela, librairiedubonheur.com. Et puis, sachez que
c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette Notre recherche travail, pour que absolument. cette recherche puisse continuer. Donc, achetez nos livres, venez à nos Prenez nos conférences, webinaires, achetez nos webinaires, venez aux visites inscrivez-vous à notre guidées, site livretdubonheur.com. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir soutenir, et c'est comme absolument, ça que qu'on la peut recherche peut continuer. continuer. Absolument, c'est très important. Et Donc, vous vraiment, pouvez faire, merci de votre soutien parce voilà, que ça fait plaisir. On a reçu vraiment beaucoup de bons retours. de bons retours par rapport à nos conférences, nos visites guidées. Guidées. Donc, Ça fait gratitude vraiment vraiment plaisir. de votre soutien. Oui, parce que les gens sont très contents, très satisfaits de ce travail. Et voilà, vraiment, venez nombreux, inscrivez-vous et soutenez-nous. Et pour cela, abonnez-vous également à notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Oui, puisque c'est vraiment, on fait cette activité à plein temps. Donc, Oui, c'est vraiment grâce à absolument. vous que Que l'on peut continuer. continuer. Donc, vraiment, Absolument. gratitude à vous Gratitude à tous. tous, Merci à tous. merci à tous les auditeurs et à tous les abonnés. Donc, Aujourd'hui, Paul, c'est moi qui va commencer par te poser la question. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un vaste thème qui concerne trois choses différentes, le clonage, les manipulations génétiques et les cryptides. Quel est le lien principal entre les trois facteurs différents, trois choses différentes? Ça, on va revenir on va arriver à ça au fil du podcast, mais les trois thèmes sont liés puisqu'il y a un lien entre clonage et cryptide, un lien entre manipulation génétique et cryptide. Et on va voir que le thème du clonage, le thème des manipulations génétiques, ça englobe les cryptides, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je ne doute pas que c'est les entités sans âme qui fait le lien entre les trois. Mais c'est les entités sans âme, mais ça va bien au-delà, oui, au-delà de ça. Et on va y arriver progressivement parce que c'est vraiment très très vaste. Oui. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast sur le clonage et sur les manipulations génétiques? Parce que dans l'actualité, il y a quelque chose qui a fait la une des journaux, c'est un loup préhistorique qui a été ressuscité, qui s'appelle le loup sinistre. Le loup sinistre, c'est en gros un des plus gros canidés qui a jamais existé et qui aurait été ressuscité par une entreprise américaine. Ça a même fait la une du Time Magazine. Et s'il a été ressuscité, c'est qu'il a existé. Il a bien existé. Et pour moi, même tous ces cryptides, tous ces animaux dits disparus existent encore. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il ait fait la une des magazines, notamment du Time Magazine. Et ça a été présenté comme un énorme développement et tout. Après, il y a des controverses. Est-ce que c'est vraiment un clonage? Alors, c'est pas exactement un clonage, c'est des gènes qui ont été séquencés. Ensuite, sur des embryons de loups, des gènes ont été activés, modifiés pour que le loup, en gros, le loup normal, Canis lupus, se transforme en loup sinistre. Est-ce que ça a un but derrière? En tout cas, il y a un but derrière pour toi dans ce clonage, dans ces modifications génétiques? Absolument. C'est une révélation contrôlée, en fait, puisque c'est une révélation contrôlée pour habituer les gens à cette nouvelle réalité. Pourquoi? Parce que le clonage existe depuis vraiment l'époque de la Tartaria. Oui. Et personnellement, je pense que ces animaux, ils existent depuis toujours. Et comme tu dis, ils doivent continuer d'exister. Bien sûr, tout le monde dit que c'est des animaux qui sont éteints, mais il y a tellement de témoignages que ces animaux ne sont clairement pas éteints. C'est comme il y a des témoignages, par exemple, de lions en Écosse, qui ont été aperçus en Écosse, de lions européens. Or, le lion européen est censé être éteint depuis des millénaires, mais des gens dignes de foi l'aperçoivent. C'est le phénomène des big cats. Donc, c'est clair que tous ces animaux dits préhistoriques ne sont pas éteints. C'est comme il y a des témoignages d'apparition de mammouths en Alaska
et en Russie. Il y a même des photographies qui ont été prises et ça, c'est une réalité. Ces animaux préhistoriques existent encore, comme il y a des gens qui aperçoivent des dinosaures et des ptérodactyles. Alors pour ça, je vous envoie, en ce qui concerne les dinosaures, je vous envoie au travail de Rex Gilroy, qui a vraiment enquêté sur les dinosaures en Australie. Je vous envoie aussi au travail de Michel Ballot sur le Mokele Mbembe, un explorateur français, c'est vraiment passionnant. Et je vous envoie aussi au travail qui a été fait par un chercheur américain sur les ptérodactyles. Donc, j'ai encore oublié son nom, mais c'est pas grave, je mettrai le lien juste en dessous de ça. En tout cas, c'est des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur ça et qui recueillent des témoignages contemporains. Donc, ces animaux dits éteints n'ont jamais été éteints. Simplement, si c'était révélé, ça remettrait en cause tout le darwinisme et tout ce cirque-là qui font partie du système de contrôle. Donc, bien évidemment, ils n'en parlent pas, mais les témoignages sont très nombreux. Donc, ces cryptides, c'est une réalité absolue. Mais pour en venir au clonage, le clonage est pratiqué par déjà les entités sans âme, ça c'est une évidence. Oui, puisqu'ils ont les technologies. Ils ont les technologies qui ont des milliards d'années d'avance. Du reste, selon les abductés, selon aussi les survivants du programme spatio secret, beaucoup de ces entités se reproduisent par clonage. C'est très logique puisque ce sont des entités synthétiques. Donc, ce sont des formes d'intelligence artificielle. Donc, il y a une reproduction par clonage. Et au niveau des 5 sens, le clonage est pratiqué depuis très très longtemps, depuis l'époque de la Tartaria, ça on y reviendra, par le complexe militaro-industriel et par toute cette société parallèle. La société parallèle, on a fait justement une conférence sur ça, la conférence en présentiel à Paris du 5 avril dernier, et elle est intimement connectée au complexe militaro-industriel, au sommet des sociétés secrètes, aux lignées sataniques, et elle est connectée. Quand tu dis ça, ça veut dire que très peu de gens sont au courant. Ben, très très peu de gens sont au courant de l'existence de cette civilisation parallèle. Et pourtant, cette civilisation parallèle, c'est plus de 10% de la population qui est dedans. C'est une civilisation parallèle qui est partout. Les représentants de cette civilisation parallèle sont tout autour de nous. Bien évidemment, certains sont au sommet de la pyramide, mais d'autres sont parmi nous. Et ce sont essentiellement des gens issus de lignées sataniques, qui d'ailleurs ont une apparence humaine, mais ne sont pas humaines. Ce sont les hybrides, mais il y a aussi les gens issus des faces exotériques, des faces ésotériques des sociétés secrètes. Parce que chaque société secrète, il y a une phase exotérique qui est la façade et une face ésotérique qui est ce qui est caché. Et c'est la face ésotérique qui dirige les sociétés secrètes, c'est même au-delà des degrés. Et c'est cette face ésotérique qui détient les connaissances. La face exotérique, elle est juste là, elle sert de vitrine, mais tout est contrôlé de la face ésotérique. Et c'est la face intérieure, où les connaissances et où le pouvoir est tenu. La face cachée. La face cachée, exactement. Et c'est pareil pour à peu près toutes les sociétés secrètes, pour toutes les sociétés secrètes, pour toutes ou à peu près toutes les institutions. Donc voilà. Et ça, c'est très important. Par exemple, quand on voit un gouvernement, il y a le gouvernement de façade, c'est les marionnettes, et il y a le gouvernement secret. Et le gouvernement secret, c'est ce qui tient les ficelles du gouvernement de façade. Et cette société parallèle, Jay Parker en parle, donc ça je ne rentrerai pas dans les détails. Et il y a aussi le témoignage de Walter Vetch. Walter Vetch, dans son livre Playthings of the Gods, qui parle des technologies de cette société parallèle.
cette société parallèle, elle s'est créée en Allemagne dans les années 1850 et c'est quand les cartels allemands sont nés, donc dans les années 1850 sous Bismarck, les cartels connectés à l'industrie chimique. Et en gros, ça a été la fusion des services de renseignement allemands, du sommet bien évidemment, ça a été la fusion de l'armée allemande au sommet, bien évidemment, ça a été la fusion des sociétés secrètes au sommet et des multinationales, du sommet des multinationales, connectées à la sidérurgie et à la chimie, qui ont donné naissance à ce complexe militaro-industriel. Ce complexe militaro-industriel était connecté aux faces ésotériques des sociétés secrètes et contrôlé par les réseaux sataniques. Donc il y a eu des contacts nombreux avec des sociétés secrètes issues de la Tartaria et présentes dans les galeries de la Terre creuse. Il y a eu des contacts aussi avec des hyperboréens qui sont une humanité parallèle extrêmement négative associée à la Terre creuse. Il y a eu des contacts aussi avec les entités sans âme via les sociétés secrètes. Donc il y a eu des transferts de technologie. Et ce complexe militaro-industriel a commencé dès les années 1850 à retrouver des technologies de la Tartaria qu'il a ensuite utilisées pour l'asservissement de l'humain. Donc, Mais les humains n'ont pas accès à cette technologie. bien évidemment, en fait, c'est donné au compte-gouttes pour que l'on construise notre propre prison. Ça a été le cas avec les intelligences artificielles, avec Internet et tout ça. C'est issu de cette civilisation parallèle. Et ça a été donné au moment où les entités qui tirent les ficelles derrière ça ont jugé que c'était opportun de le donner, pas pour nous aider, mais pour qu'on construise notre propre prison qui est connectée aux intelligences artificielles, au transhumanisme. Donc, dès les années 1850, toute cette civilisation parallèle, dont une des expressions est le complexe militaro-industriel, par ses contacts avec les hyperboréens, les sociétés secrètes de la Tartaria, notamment l'ordre noir et l'ordre mystique du noir, et les contacts physiques avec les entités sans âme via les réseaux sataniques, cette civilisation parallèle a commencé à développer des technologies, a eu accès à des technologies qui étaient connectées aux entités sans âme et à la Tartaria. Et selon Vladimir Terzinski, les premiers clones ont été développés dans les années 1890 en Allemagne. Mais très certainement, le clonage humain était déjà connu de toute cette civilisation parallèle avant, depuis l'époque de la Tartaria, mais surtout dès la fin de la Tartaria, puisqu'il y avait les expositions universelles, et dans les expositions universelles, il y avait toutes ces expositions de couveuses, à l'exposition universelle de Chicago, de Paris et tout, et dans ces couveuses, selon les spécialistes de la Tartaria, il y avait des clones. Donc le clonage était déjà connu et même généralisé, même déjà en place, sans doute bien avant 1891. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était plus secret que maintenant? À cette époque-là, c'était à la fois, oui, plus secret quand même, mais à la fois, c'était montré au nez et à la barbe des gens dans les expositions universelles. Et ça, c'était pour le consentement, exactement. Maintenant, ça commence à être montré de manière officielle, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Par exemple, quand la brebis Dolly a été clonée en 1996, ou 1997, c'était un énorme événement dans les médias et tout, mais ça, le clonage existait au niveau du monde de surface, au niveau des sociétés secrètes, depuis plus de 100 ans, et sans doute beaucoup plus. Et à l'époque de la Tartaria, il y avait le clonage qui était pratiqué à gogo, et les entités sans âme pratiquent le clonage à gogo. Donc le clonage, c'est quelque chose qui est absolument généralisé. Quand on arrive au sommet de la pyramide, c'est généralisé, ça c'est évident.
Par exemple, Peter Beter, un avocat américain, a expliqué dans les années 80 que beaucoup d'acteurs de la politique étaient clonés. Beaucoup de personnes qui ont vécu des abductions par les entités sans âme, mais aussi des MILABs, des abductions par le complexe militaro-industriel en collaboration avec les entités sans âme, ces personnes-là parlent d'avoir été clonés. Nous-mêmes, on a recueilli les témoignages d'une personne qui a très probablement été clonée. Donc ça... Est-ce que ces personnes-là, on arrive à distinguer parfaitement d'un vrai humain ou pas? C'est-à-dire que c'est indistinguable. C'est vraiment pourvu d'émotions. Les clones, il n'y a pas d'âme, mais l'âme peut être insérée dans un clone. Et il y a des abductés qui disent, alors je ne dis pas que c'est des clones, mais ils disent, ils ont des souvenirs lors d'abduction d'avoir vu leur propre clone qui était formé à partir de leurs cellules qui étaient prélevées, notamment lors de MyLabs. Donc on a un témoignage comme ça, même plusieurs témoignages comme ça, de personnes qui ont vu leur propre clone. Et ensuite, l'âme de la personne peut être transférée d'un clone à un autre. Donc ça, on a recueilli des témoignages de ça, et puis c'est corroboré, confirmé par d'autres chercheurs. La chercheuse Linda Moulton Howe consacre un chapitre de son livre donc, qui s'appelle Glimpses into Other Realities, coup d'œil dans d'autres réalités, au cas de Linda Porter, une dame américaine qui parlait dans les années 90 avoir été clonée lors d'abduction. Donc c'est quelque chose qui est généralisé. Le témoignage de Donald Marshall aussi parle de ces usines à clones. Donc le clonage, c'est quelque chose qui est généralisé chez les humains et chez les animaux, au moins au niveau de cette société, de cette civilisation parallèle. Stuart Ferdlow, par exemple, parlait déjà d'animaux clonés, de dinosaures clonés, de choses comme ça. Comme il expliquait dans son livre, le film Jurassic Park, c'est absolument une réalité. Il y a un mouton à un moment. Le mouton, la brebis Dolly, c'est ça. Mais ça, c'était dans le mainstream. Mais ça, c'était... Ça, c'était il y a très longtemps, il y a 30 ans. Mais ça, c'était l'arbre qui cachait, même l'arbre qui cachait la forêt. Ça existe depuis très longtemps. Donc, le clonage... Est-ce que le clonage, c'est médiatique? C'est la dernière étape à la mise en place des clones ou pas? Là, c'est en train d'être banalisé. Par des annonces comme ça, c'est quelque chose qui est en train d'être banalisé. Parce qu'à terme, c'est quelque chose qui sera généralisé avec la mise en place des interunivers, de la société transhumaine et tout. Ça sera quelque chose qui sera généralisé. C'est intimement connecté au transhumanisme et il y a des expériences de clonage qui sont connectées à certains hybrides. Par exemple, Tom Lyons explique que certains cas d'apparition de Bigfoot sont liés à des essais de clonage, où en gros, des membres d'humanités parallèles sont enlevés par cette civilisation parallèle, sont clonés et sont ensuite relâchés dans la nature. Et c'est des expérimentations. Et quand on parle d'humanité parallèle, c'est différentes civilisations parallèles. La civilisation parallèle, c'est quelque chose qui nous contrôle, qui est connecté aux entités sans âme, aux bases souterraines. Les humanités parallèles, c'est certains Bigfoot, c'est les Bretous, c'est les fées, c'est le petit peuple, c'est plutôt positif. Et ces humanités parallèles nous craignent parce que elles nous craignent. Pourquoi? Parce que selon donc Tom Lyons, beaucoup ont été victimes, beaucoup de ces humanités parallèles, notamment des Bigfoot, ont été victimes de milliardaires connectés à cette civilisation parallèle qui en ont fait des clones, qui en ont gardé en cage et tout ça, mais aussi victimes du complexe militaro-industriel. Donc ces humanités parallèles nous craignent. Et ça... Oui, ces humanités parallèles, elles ont fait le cobaye aussi par cette société qui... Elles servent de cobaye comme l'humanité. Comme l'homo sapiens sapiens, nous on sert de cobaye pour cette société parallèle.
Donc, et quel est le lien entre clonage et cryptide? Ben, il y a beaucoup de dinosaures, d'animaux comme ça, qui sont clonés, et c'est pas difficile de les cloner s'il y a la technologie, puisque les dinosaures euh, sont là, ont toujours existé, Oui. les dinosaures ont toujours existé. Et Pareil quand il y a les chimères autant que statues oui, beaucoup de qui statues représentent des représentent des mythes et chimères. des Ça, c'est légendes. connecté aux manipulations génétiques. Oui. Donc, les modifications génétiques, c'est très connecté au clonage, mais c'est un petit peu différent. Le clonage, par exemple, on prend la cellule d'une personne et on crée une copie identique de la personne. Les modifications génétiques, on prend une cellule d'une personne, on change certains gènes sont rajoutés, certains gènes donc faits par synthèse d'ADN sont ajoutés, et on crée un être différent. Par exemple, quand il y a des tomates génétiquement modifiées, la tomate génétiquement modifiée, il y a des gènes qui sont rajoutés pour qu'elle résiste soi-disant aux insecticides, et tout ça en fait, ça devient un poison violent pour diverses raisons. C'est extrêmement toxique pour les cellules. Quand il y a des chimères qui sont créées, et il y en a qui sont créées dans le mainstream, c'est tout à fait officiel et tout ça, des chimères de grenouilles et de salamandres, mais tout ça, ça se fait dans le mainstream beaucoup avec des amphibiens. Il y a aussi une chimère de souris qui a eu une oreille humaine, et tout ça, des souris à long poil qui ont des crinières et tout ça, c'est des chimères, c'est très très cruel. Oui, c'est cruel pour les animaux. Et ça, c'est mainstream. Et une chimère par rapport à un clone, c'est des gènes qui sont rajoutés ou désactivés. Par exemple, la souris à crinière, c'est quelques gènes issus, c'est quelques gènes pour faire pousser des poils longs qui sont rajoutés. La souris qui avait une oreille humaine dans le dos, c'est assez vieux, c'était des gènes d'oreilles humaines. Des souris humanisées sont utilisées pour des expérimentations. Ça, c'est des organismes génétiquement modifiés. Ce ne sont pas des clones, mais ça se rapproche. C'est tout des techniques de génie génétique. Donc c'est pareil, les modifications génétiques, elles existent au moins depuis la mise en place du complexe militaro-industriel, donc fin du 19e siècle, mais au niveau de la civilisation globale de la Tartaria, Atlantide, il y avait déjà, au moins à la fin, ces modifications génétiques qui avaient lieu. Par exemple, beaucoup de légendes sur l'Atlantique qui ne sont pas des légendes parlent de monstres créés de toutes pièces dans des laboratoires. Dans la Bible, dans le livre d'Enoch plus exactement, ça parle de Néphilim. Les Néphilim sont issus de ces expérimentations génétiques. Et ça, c'est après l'arrivée du prédateur. Donc, qu'est-ce que c'est que le prédateur? J'en ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite. Le prédateur, c'est à l'époque de l'Atlantide, Tartaria, Lémurie, de la civilisation globale, du faux âge d'or. Il y a eu, à un moment donné, une envie des entités sans âme de modifier la réalité. C'est connecté au reset entre l'époque de la Tartaria et notre époque pour qu'on fournisse plus de louches, pour que le vivant fournisse plus de louches d'énergie psychique. Donc, il y a des prédateurs qui sont arrivés, des prédateurs qui étaient des nanotechnologies en forme d'araignée. Ces prédateurs sont capables d'agir au niveau physique en modifiant génétiquement les cellules, au niveau astral et psychique par les pensées intrusives. Ces prédateurs sont aussi capables de s'assembler entre eux, et là, ça devient des prédateurs au sens propre du terme qui mangent des êtres vivants. Et certains Bigfoot, certains dogmen sont issus de ces prédateurs qui ont mangé des humains. Ça a donné des Bigfoot. Et pour les dogmen, c'est les prédateurs qui ont mangé des
des canidés et des humains. Donc, ces prédateurs utilisent l'ADN comment dire, de leur proie pour modifier leur apparence. Mais ils agissent aussi au niveau cellulaire. Et quand le prédateur est arrivé à l'époque de la Tartaria, ces prédateurs ont modifié génétiquement les animaux pour faire apparaître la prédation. Donc par exemple, il n'y avait pas d'animaux prédateurs. Là, les animaux ont été modifiés génétiquement pour qu'il y ait des prédateurs et des proies. Il n'y avait pas de chaîne alimentaire. Il n'y avait pas de chaîne alimentaire, époque-là. c'était autre chose. Et les humains ont été génétiquement modifiés avec la mise en place du subconscient pour faciliter les pensées intrusives et nous rendre, comme son nom l'indique, moins conscients. Ça, c'est très bien décrit par Castaneda. L'arrivée du prédateur a coïncidé avec l'arrivée de conflits et de guerres. Les humains ont donné des faux sauveurs externes. Le prédateur donc a modifié génétiquement d'autres humains pour mettre en place des lignées sataniques qui, elles, sont d'apparence humaine, mais physiologiquement pas humaines. Le témoignage de Amber H. prouve ça. Et encore une fois, cette notion de prédateur n'est pas sortie du chapeau. La notion de prédateur, on le retrouve dans tous les mythes, notamment les mythes amérindiens. Les Indiens Choctaw, par exemple, parlent de ce prédateur en forme d'araignée. Donc en fait, tout l'être vivant, que ce soit des humanités parallèles, l'humain et les animaux, et même les végétaux, ont pu être modifiés par ce prédateur, par ces prédateurs. Tout le vivant a été modifié. Et ce prédateur est connecté. Ce qui explique bien évidemment la chaîne alimentaire. C'est ça. Et ce prédateur est connecté au black goo. Le black goo sert de stockage d'informations et à partir du black goo, ce prédateur est généré. Et le black goo se retrouve dans certains produits sous certaines formes. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est très important. Donc, ces modifications génétiques ont eu lieu. Ensuite, s'est mis en place les sociétés secrètes tartariennes et certaines lignées sataniques qui avaient le plus de pouvoir, les lignées sataniques occultes, se sont retirées dans les galeries souterraines. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la modification de la réalité, le soleil a été changé, tout a été changé, ce qui a diminué notre espérance de vie. Là encore, c'est dans les mythes amérindiens, c'est aussi dans les récits sur l'Atlantide, c'est même dans la Bible avec le déluge et tout ça et la diminution de l'espérance de vie. On retrouve ça un petit peu partout. Donc, les lignées sataniques occultes de la Tartaria se sont réfugiées dans les galeries souterraines et c'était absolument voulu. Les sommets des sociétés secrètes tartariennes sont réfugiés dans les galeries souterraines où elles ont rencontré des formes de vie comme les vrils, donc ça c'est tout le travail de Donald Marshall, mais aussi les hyperboréens, et où elles ont eu des contacts avec des entités non humaines, et elles ont continué à pratiquer toutes ces modifications génétiques. Et même à la fin de la Tartarie, il y avait déjà des technologies de modification génétique, ce qui explique les néphilim, ce qui explique certaines chimères et tout ça. Par exemple, c'est pas anodin que selon les spécialistes de la Tartaria, le griffon, donc qui est une espèce de chimère d'oiseau, de lion et tout, c'était l'emblème de la Tartaria. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est resté l'emblème de certaines familles royales européennes. D'ailleurs, sur Paris, il y a beaucoup de symboles en forme de griffon. Exactement. Beaucoup et de c'est resté. Et il y a beaucoup de familles royales européennes qui ont encore le symbole du griffon. Pourquoi? Parce qu'elles avaient accès à ces technologies de modification génétique, au moins à leur sommet. Parce que là aussi, les rois et tout ça, je ne donne pas de nom ici, mais les rois qu'on voit tout le temps dans la presse people et tout,
c'est pas eux qui dirigent ces familles, ce C'est sont ce qui les arrive. représentants, les acteurs. C'est vraiment, il y a d'autres branches de ces familles qui sont beaucoup plus discrètes. C'est les lignées sataniques occultes. Donc ensuite, toutes ces technologies ont été données au complexe militaro-industriel et ont été développées dans l'Allemagne des années 30, où il y a eu des expérimentations absolument abjectes, dont je ne parlerai pas d'ici. Ensuite, tout cela a essaimé aux États-Unis et en Europe et partout dans le monde via des projets comme le projet Trombone et, les, et certains projets connectés au Vatican et tout ça, dont je ne dirai pas le nom ici. Donc en gros, entre les années 20 et les années 50, le complexe militaro-industriel a essaimé un petit peu partout. Et cette civilisation parallèle, connectée à des bases souterraines et à des systèmes de galeries souterraines, a essaimé un petit peu partout. Et elle continue Et là, d'exister. c'est ce qui continue d'exister. C'est ce qui tire les ficelles, au moins au niveau des cinq sens. Par exemple, quand une décision est prise par des acteurs de la politique au niveau des cinq sens, c'est une décision qui a été prise, en fait, dans ce monde souterrain. Et si on monte plus loin, c'est lié au programme des entités sans âme. Donc, ça, ça c'est clair que les modifications génétiques, elles sont partout. Et il y a des humains qui sont génétiquement modifiés. Il y a par exemple le programme de super soldats où des humains sont génétiquement modifiés. Et ça, il y a beaucoup de super soldats qui parlent de ça. Il y Par exemple, avait une James Rank. personne qui était modifiée par le gène d'un dauphin. Oui, on On avait avait parlé à quelqu'un à une rencontré. conférence, un ancien super soldat qui Soldat, avait été oui. modifié avec de l'ADN de dauphin. Donc ça c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Euh, Même beaucoup de survivants des programmes spatiaux secrets sont génétiquement modifiés. Euh, et en même temps, ce programme spatial secret est connecté aussi à des expérimentations sur l'âme, puisque lors d'abduction et lors du programme spatial secret, les personnes, les esclaves de ça, il faut dire les choses, sont à la fois génétiquement modifiées, à la fois envoyées dans d'autres dimensions, et à la fois aussi leur âme est modifiée, puisqu'il y a des expérimentations sur l'âme. Et on parlera de ces expérimentations sur l'âme à la conférence webinaire, à la webconférence, donc Le du 17 17 mai. mai. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Mais restons-en aux modifications génétiques. Il y a aussi les lignées sataniques qui pratiquent des modifications génétiques. Et les lignées sataniques, c'est à peu près 10% de la population, selon Jay Parker. Donc je ne dis pas que toutes les lignées ont accès à ces technologies, mais une grande partie y ont accès. Et ça, c'est connecté au programme du réveil obscur, qui est d'ailleurs connecté aussi au complexe militaro-industriel. Alors, comment le programme du réveil obscur a été révélé? C'est par Russ Disdar. Alors, Russ Disdar, c'était un chapelain, un aumônier de la police américaine, en fait, et qui commençait à enquêter sur un petit peu les réseaux sataniques. Il s'est rendu compte que les réseaux sataniques remontaient à des lignées sataniques et remontaient aussi au complexe militaro-industriel. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et ensuite, il s'est rendu compte que ces réseaux sataniques enlevaient des gens. Ces gens-là étaient ensuite remis au complexe militaro-industriel et à des entités non humaines, et qu'ils subissaient des modifications génétiques
et une mise sous contrôle mental. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient ensuite activés ou qu'il y avait une possibilité qu'ils soient activés, même que certains étaient activés pour créer une perception de chaos, pour mettre en scène, en gros, pour mettre en scène l'apocalypse, pour mettre en scène la fin des temps, pour que les gens soient dans la perception d'une apocalypse imminente, soient dans une perception de peur. Donc Russ Dizdar avait documenté tout ça en 2013 dans un livre, The Black Awakening, qui est indisponible pour l'instant. Il y a encore certaines de ces émissions radio qui peuvent être sur Internet, mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter, parce que ça allait vraiment, ses recherches allaient vraiment très très loin. Il avait compris que des humains étaient génétiquement modifiés par le CMI, les lignées sataniques et des entités non humaines. Et ça, c'est connecté au MyLabs. Est-ce que tu penses que les humains qui sont modifiés se rappellent de ces modifications, de ces enlèvements, de ces... Certains s'en rappellent. Tu vois, on a le témoignage d'une personne, d'une abductée, qui au cours d'un MyLabs s'est rappelé avoir été enlevée par le CMI et par des entités qui ressemblaient à des entités des ombres. Et dans le webinaire, on a parlé de ces shadow beings, de ces êtres des ombres, pour dire ce qu'elles sont. Et ces êtres des ombres sont très haut placés dans la hiérarchie des abductions. Et cette personne nous a dit avoir été génétiquement modifiée. Et beaucoup d'abductés disent avoir été génétiquement modifiés. Et modification génétique est aussi connectée à du contrôle mental par magie noire et par possession. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui peuvent disparaître au cours de ces expérimentations? Il y a beaucoup de personnes qui disparaissent au cours de ces expérimentations, parce qu'il y a à la fois, comme disait Russ Dizdar, un plan très précis, mais selon cet abducté avec qui on est en contact, il y a toute une expérimentation qui a lieu. Ça, c'est ce qu'elle a constaté par ses expériences. Et un jeu pervers, comme tu dis, c'est absolument abominable. Un jeu pervers. Les entités jouent absolument avec nous. Un jeu pervers. Et ça, c'est pas des choses sorties du chapeau. Ça a été décrit par Charles Fort, par John Keel. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un espèce de jeu pervers. Et il y a beaucoup, à l'heure actuelle, il y a des humains génétiquement modifiés. La plupart ne sont même pas conscients qui sont parmi nous. C'est un petit peu différent encore des hybrides. Les hybrides, eux, sont techniquement des humains génétiquement modifiés, mais eux sont au courant d'être des hybrides et ils sont en train d'infiltrer la société. Ça, c'est tout le travail du docteur David Jacobs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez... Est-ce que tu penses que les entités sans âme feront des expérimentations toujours de plus en plus poussées jusqu'à ce qu'on ne se rende même pas compte qu'on ait des expériences finalement? Oui, parce que par exemple, la modification génétique, tout le monde dit que ça doit être fait à partir, ça peut être fait qu'au stade d'embryon et tout, mais pas du tout. Même en biologie classique, il y a des vecteurs qui peuvent modifier génétiquement un animal. Ça, c'est dans le mainstream. Notamment, il y a des vecteurs qui peuvent le faire, notamment certaines bactéries génétiquement modifiées. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, il y a toutes les ondes électromagnétiques, les fréquences qui peuvent littéralement modifier à distance. Et puis, comme on est dans une matrice, si les entités reprogramment l'environnement autour d'une personne, ça a une action sur la personne, donc sur ses gènes et tout ça. Donc, il y a vraiment... Donc, tout ça pour dire que le clonage et les modifications génétiques, ça existe depuis l'époque de la Tartaria. Depuis le reset entre la Tartaria et notre époque, ça existe depuis au moins la fin du 19e siècle et sans doute bien avant. Rappelle-toi aussi que les alchimistes parlaient de golem. Les alchimistes et le golem s'est connecté
au transhumanisme, le transhumanisme qui est aussi connecté au clonage et aux modifications génétiques. Donc les alchimistes avaient connaissance, parce qu'ils étaient initiés dans des sociétés secrètes, de toutes ces technologies. Donc ça existe, je parle même, ça existe. Ce qui explique la Finalement, c'est présent depuis transformation. le reset entre notre époque et la Tartaria. Ce qui explique Ce la qui explique que l'alchimie transformation, parle toujours de transformation et tout de ça. plomb en or, Mais en fait, l'alchimie cache d'autres choses. énormément de choses. Et du reste, il y a, le livre sur le transhumanisme de David Livingstone qui revient sur l'histoire occulte du transhumanisme. C'est vraiment un livre hyper intéressant. C'est fascinant. Ça parle des alchimistes, des sociétés secrètes derrière ça et tout. Donc, revenons-en à nos moutons, ou plus exactement à nos cryptides. Donc, les cryptides, certains cryptides et pas tous, parce que les cryptides c'est multifactoriel. Cryptides, c'est les animaux inconnus. Certains cryptides, mais pas tous, encore une fois, sont connectés à des modifications génétiques faites par le complexe militaro-industriel, par le CMI. Et ça c'est très important. Par exemple, j'ai interviewé récemment Deborah Hatzwell. L'interview du reste est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc allez voir Deborah Hatzwell. Et en plus, elle est traduite en simultané en français. Et Deborah Hatzwell parle du pigman. Et le pigman, c'est l'homme cochon. Et c'est une entité qui a été vue dans un endroit qui s'appelle Cannock Chase. Donc c'est une espèce de réserve naturelle qui est située en Angleterre, qui est située au centre de l'Angleterre. Dans cette réserve naturelle, il y a beaucoup d'espèces de plantes endémiques. Il y a beaucoup de cervidés, beaucoup aussi d'oiseaux et de choses comme ça. Mais il y a une base militaire. Cette base militaire, selon Deborah Hatzwell, serait connectée à des projets secrets. Moi, j'ajouterais que ces projets secrets sont connectés à une collaboration avec des entités non humaines, et ces projets secrets remontent à quasiment une centaine d'années. Et selon des chercheurs, des cryptozoologues qui se sont penchés sur Cannock Chase, cette entité, l'homme cochon, qui est, comme son nom l'indique, un homme avec des caractéristiques de cochon, un petit peu comme un dogman, selon les témoins, il serait vu à proximité de la base militaire, donc il serait connecté à des expérimentations. Donc ça, c'est des modifications génétiques. Et ces modifications génétiques existaient même lors de la dernière guerre, puisque beaucoup de personnes étaient gardées prisonnières lors de la Seconde Guerre mondiale dans la base de Cannock Chase. Et les prisonniers, il n'y avait pas besoin de les garder. Ils avaient peur de s'enfuir. Ils avaient peur de ce qui se cachait dans cette forêt. Et dans cette forêt, énormément de personnes ont disparu. Il y a beaucoup de disparitions. Il y a beaucoup de phénomènes de glissement du temps. Il y a des gens qui voient même dans d'autres dimensions des matérialisations de créatures issues du monde des intelligences artificielles de type Slenderman. Moi, je pense qu'il y a des vortex naturels, mais aussi des vortex artificiels. Et ça, c'est c'est connecté à des expérimentations. Donc, au plateau de l'Albion, c'est pareil. Il y a dans cette région des apparitions de dogmen. Il y a aussi des disparitions mystérieuses. Une d'elles, du reste, a été étudiée par David Paulides il y a quelque temps sur sa chaîne. Donc, à proximité du plateau de l'Albion, dans le Vaucluse. Donc, il y a pas mal de disparitions mystérieuses. Par exemple, même tout autour du plateau de l'Albion, il y a des clusters de disparitions. Et même la chaîne d'ici TV en parlait, notamment dans le 04 et le 05. Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, il y a énormément de randonneurs qui disparaissent. Et ça, c'est des départements qui sont très proches du plateau de l'Albion. Donc il y a vraiment des choses qui se passent.
ce qui m'a le plus marqué, c'est une apparition de Dogman qui a eu lieu à Carpentras, à proximité de Carpentras, quelques kilomètres de Carpentras. À l'été 2022, on est allé sur les lieux et on a retrouvé le lieu de l'apparition de Dogman. Mais impossible d'y aller. Tout était fermé, soi-disant pour cause de pollution. Donc, et on a continué et on est tombé sur le plateau de l'Albion. Je ne savais même pas que c'était aussi près de ça, du plateau de l'Albion. On voit très bien que c'est connecté. On voit que c'est connecté. Or, le Black Goo est connecté à ce prédateur qui modifie génétiquement. Or, selon une enquête que j'ai faite avec Nagiste en état de conscience modifiée, où Nagiste s'est mise en état de conscience modifiée, sur le plateau de l'Albion, elle parlait justement d'expérimentation avec la Black Goo sur le plateau de l'Albion. Donc, on voit bien qu'il y a une connexion entre certains cryptides et le Black Goo et certaines de ces bases souterraines qui sont connectées au sommet du CMI. Et même Jimmy Gueux parlait du lien entre le sommet du CMI et la base du plateau de l'Albion, et qu'il y avait toute cette collaboration entre complexe militaro-industriel et entité sans âme. Il y a des années de ça je m'en rappelle, j'avais commandé le livre de Tony Dodd, donc un ufologue anglais, l'équivalent de Jimmy Gueux, donc un ufologue anglais, et j'avais tellement aimé son livre que je l'ai appelé. Donc, j'appelle Tony Dodd par téléphone, bien gentiment, on parle une bonne heure, des témoignages très intéressants à propos d'entités reptiliennes et de choses comme ça. Et à un moment donné, Tony Dodd me parle du Chupacabra. Et il expliquait que le Chupacabra, donc cette créature qui est connectée à des mutilations d'animaux, qui est surtout vue dans le sud des États-Unis et sur l'île de Porto Rico, et aussi au Brésil. Donc c'est là où il y a beaucoup d'apparitions de Chupacabra. Et Tony Dodd a expliqué que selon les informations qu'il avait, c'était lié à des expérimentations génétiques, des modifications génétiques menées par le complexe militaro-industriel. Donc on voit que ça va très loin. Après, tous les cryptides ne sont pas issus d'expérimentation du complexe militaro-industriel. Ça, c'est une certitude absolue. Par exemple, il y a des cryptides qui sont tout simplement des espèces que les masses croient éteintes, mais qui ne sont pas éteintes. Et il y a un blackout dessus, parce que sinon, ça remettrait tout en question. C'est les apparitions de dinosaures notamment, et de ptérodactyles. Après, parmi les apparitions de dinosaures et de ptérodactyles, on ne peut pas exclure que certaines soient issues de clonage ou d'expérimentation génétique. Mais ça, c'est aussi des animaux, qui tout simplement ont été déclarés éteints, mais qui continuent d'exister. Ça, c'est certain. Et c'est pareil pour les mammouths qui continuent d'être vus en Sibérie, qui continuent d'être vus en Alaska. Il y a des témoignages du reste du XVIIe siècle à propos d'un chasseur qui a vu des mammouths en Sibérie. De même, quelqu'un qui s'était évadé d'un goulag a vu des mammouths. Alors les mammouths, il y a des mammouths qui sont des populations préhistoriques qui continuent de survivre, c'est évident. Après, c'est clair que ça peut être des animaux issus de la Tartaria ou ça peut être issu de la timeline synthétique puisque la timeline a été modifiée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains mammouths aperçus peuvent être aussi issus d'expérimentations génétiques. Très officiellement, Staline travaillait sur des hybrides mi-singes, mi-humains. Et ça, c'est pas avec des technologies soviétiques de l'époque stalinienne. C'est qu'il avait des contacts avec cette civilisation parallèle, sinon il ne jouerait pas son rôle, parce que c'était une marionnette comme tous les autres.
Et il avait aussi des contacts avec des entités sans âme, comme tout, c'est évident. Mais il y avait ces expérimentations d'hybridation. Et contrairement à ce que dit la version populaire, la version mainstream, elles ont abouti. Il y a un très bon travail qui a été fait par Josh Turner sur ça. Donc le monde des cryptides, il y a aussi les expérimentations génétiques, mais il y a aussi des animaux inconnus, des animaux qui sont déclarés éteints, mais qui ne sont pas éteints, et puis il y a aussi des animaux qui viennent d'autres dimensions. Donc après il y a aussi des comment on pourrait appeler ça, des néphilim, ce qu'on peut appeler, c'est ça, des néphilim, c'est le meilleur mot pour les décrire, qui sont des survivants d'expérimentations qui ont eu lieu à l'époque de la Tartaria. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans toutes les légendes anciennes, ça parle d'un moment quand il y avait la civilisation globale où des expérimentations génétiques ont été menées par les humains et que ces expérimentations ont mal tourné. En fait, c'est pas qu'elles ont mal tourné, c'est que c'était voulu par les entités sans âme. Et ça, c'est suite à l'apparition du prédateur. Ces expérimentations génétiques ont donné naissance à certaines chimères. Certaines de ces chimères sont appelées dans le livre d'Enoch les Néphilim. Et il y a des gens qui continuent de voir des Néphilim. Tu penses que toutes ces modifications, c'est pour remplacer l'humain ou pas? Moi, je pense en tout cas que ces modifications, c'est un jeu de la part des entités. Et que pourquoi pas, à terme, l'humain tel qu'on est actuellement, l'humain comme on est, sera remplacé par des transhumains, des chimères et des hybrides. Et ça sera après le phagocytage de l'âme. Mais en tout cas, les néphilim continuent d'être vus. Certains Bigfoot prédateurs sont très clairement issus de ces expérimentations qui ont été faites par les entités sans âme avec les prédateurs issus du Black Goo, qui sont capables de s'auto-assembler et qui mangent des êtres vivants et ensuite modifient leur apparence en fonction de l'ADN. D'autres sont issus de modifications génétiques. Et il y a des Bigfoot donc, qui sont une humanité parallèle, qui sont plutôt sympathiques, mais des Bigfoot prédateurs qui attaquent. Et il y a beaucoup de témoignages qui ont été recueillis par Tom Lyons, qui est aussi par W.J. Sheehan. Et c'est pareil pour les dogmen. Certains dogmen, c'est des animaux inconnus. D'autres sont carrément des prédateurs. Et il y a un aspect qui n'est pas naturel. Non. Donc ça, c'est des néphilim, des modifications génétiques. Pourquoi tu penses que en fait, les entités sans âme, on est de la nourriture? Ça, on sait. On est de la nourriture pour elles parce que on a une étincelle, on a quelque chose qu'elles n'ont pas. Pourquoi nous vouloir nous modifier? Pourquoi vouloir nous détruire? Pour que s'ils nous détruisent, qu'est-ce qu'elles auront après? C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme les criquets. Quand les criquets ont mangé un champ, ils partent au champ suivant. Là, on a affaire à des entités, elles veulent vider les âmes du vivant dans la dimension Terre, et ensuite elles passent et elles font la même chose dans une autre dimension. Et les transhumains qui n'auront pas d'âme les accompagneront. C'est un truc de fou. Mais elles veulent prendre nos âmes et nous transformer en prédateurs pour aller littéralement conquérir tout ce qui est organique, tout ce qui est vivant. C'est une prédation d'âme. Et c'est très intéressant ta question parce que les criquets, c'est ce qu'ils font. Les criquets, ils partent quand
quand ils prolifèrent, ils vont dans un champ, ils mangent tout dans le champ. Après, ils vont au champ suivant, ils mangent tout et ils vont au champ suivant. Et ces entités, c'est exactement ça. Et il y a des entités sans âme qui ressemblent à des mantes religieuses ou à des criquets. Donc, voilà, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est significatif et tout ça, mais c'est vraiment à noter. Donc, il y a cette prédation et en même temps, elle joue avec nous comme un chat joue avec une souris. Quand un chat capture une souris, il joue avec la souris avant de la manger. Il y a un cas, quand les Américains étaient en Afghanistan en 2004, il y a des soldats américains qui sont tombés sur un géant. Le géant avait 6 doigts et faisait 4 à 5 mètres de haut, a attaqué ces soldats. Beaucoup ont été tués, donc les forces spéciales ont dû intervenir. Le géant a ensuite été tué et ramené aux États-Unis, sauf qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de soldats qui ont témoigné. Il y a des chercheurs qui ont consigné leurs témoignages et la description de ce géant ressemble à la description de Néphilim. Donc c'est pareil. Pour les géants, il y a plusieurs types de géants. Il y a des géants liés à la terre creuse. Les hyperboréens qui font 2,50 m, c'est des petits géants et qui sont très négatifs. Les Néphilim qui sont très négatifs. Et puis il y a des géants qui faisaient partie de la Tartaria. Certains ont pu se réfugier dans la terre creuse et ils sont relativement pacifiques et positifs. Donc il y a plusieurs types de géants. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été aperçus au Brésil, des géants plutôt positifs. Après, j'aime pas utiliser des termes de dualité, mais voilà, c'est... Et tu penses qu'eux-mêmes, ils peuvent être, ils ont pu être modifiés génétiquement? Je pense que tout le vivant a été modifié génétiquement de toute manière par ses prédateurs. Et ça, c'est très clairement indiqué dans les légendes Choctaw. C'est aussi très clairement indiqué par Carlos Castaneda. Même des gens comme Stéphane Bisman et tout, qui gardent leur mémoire, les mémoires de la chute parlent de ces modifications génétiques. Donc je pense que tout le vivant a été modifié génétiquement. Donc même par exemple les vrils, donc ces entités décrites par Donald Marshall qui sont connectées au parasitisme, qui sont connectées au vol d'âme, on peut se demander si ce ne sont pas des expérimentations génétiques issues de l'époque de la Tartaria, ou est-ce que c'est des entités autochtones des galeries souterraines, ou est-ce qu'elles ont été générées par le prédateur? On peut pas dire, mais voilà. Mais les vrils sont aperçus par des abductés et tout, sont connectés aussi à du phagocytage d'âme, donc ça peut être multifactoriel. Donc on voit très très bien que le clonage et les modifications génétiques, c'est loin d'être quelque chose de récent, c'est quelque chose d'extrêmement ancien qui était pratiqué dans la civilisation globale, dans le faux âge d'or qu'on appelle Tartarie, Atlantide ou Lémurie. C'est quelque chose qui est pratiqué à des niveaux inimaginables pour nous par le CMI et toute cette civilisation parallèle, et c'est pratiqué couramment par les entités sans âme. Et ça, c'est une certitude absolue. Il y a les témoignages d'abductés, les témoignages même de personnes qui ont vu ces chimères, qui ont vu ces êtres génétiquement modifiés. Je pense par exemple aux militaires américains qui ont vu ce géant à Kandahar. Il y a aussi les recherches, il y a aussi les témoignages de textes anciens, notamment le livre d'Enoch qui parle de Néphilim. Donc c'est une réalité qui est beaucoup, beaucoup plus ancienne qu'on peut le penser. Donc c'est vraiment un vaste sujet et c'est intimement connecté à la cryptozoologie. Et on ne peut pas parler de cryptozoologie si l'on
n'a pas cette notion de chimère génétiquement modifiée. Bien évidemment, il y a des cryptides qui sont des animaux inconnus, d'autres cryptides qui sont aussi des tulpas, d'autres qui sont issus d'autres dimensions, d'autres qui sont des entités sans âme, qui prennent la forme de cryptides, mais il y a des cryptides qui sont génétiquement modifiés, des organismes génétiquement modifiés. Et ça c'est fondamental. Du reste, il y avait un chercheur américain qui a eu travaillé avec Paulides, qui avait recueilli de l'ADN de Bigfoot et qui avait fait analyser cet ADN et qui avait montré que cet ADN était de l'ADN de Néphilim. Lui aussi a été complètement cassé et tout, mais sa conclusion est authentique, authentifiée par des gens comme Paulides et par des laboratoires indépendants. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on parle de cryptides. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'est passionnant, tous ces sujets. De toute manière, c'est passionnant et l'enquête continue bien évidemment parce que c'est vraiment intéressant et ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'on peut le penser. De toute manière, cette réalité, quand on pense être arrivé au bout, on se rend compte qu'il y a encore 1000 ou 10 000 ou 100 000 couches de vernis à gratter. Donc c'est très vaste et de plus en plus intéressant. Et passionnant. C'est passionnant. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.